Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale École d'ingénieurs en Afrique, notre dossier du jour sera consacré à l'ENETCOM, l'école nationale d'électronique de Sfax en Tunisie. Au sommaire également, Guinée, violence meurtrière malgré l'accord entre enseignants et gouvernement. Les syndicats ont suspendu leur grève ce lundi 20 février suite à la signature d'un accord après 14 jours de négociations. De violentes manifestations ont éclaté principalement dans la banlieue de la capitale guinéenne, faisant au moins 5 victimes selon le gouvernement. Et puis remaniement ministériel au Burkina Faso ce 20 février. Le nouveau gouvernement compte 32 membres avec l'entrée de 5 nouveaux ministres contre 30 dans l'équipe précédente nommée en janvier 2016. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Karine Oriot qui est journaliste. Bienvenue également à notre autre invité, Raphaël Goma, qui est enseignant-chercheur. Et enfin, bienvenue à Malik Acher, notre cher éditorialiste. Bonjour Diara. Tout de suite, l'info du jour. Cinq morts, 30 blessés, des douzaines d'interpellations, des dégâts matériels importants, des routes barricadées, des pneus incendiés. C'est dans ce climat de haute tension que les leaders de l'intersyndicale de l'éducation ont annoncé ce lundi la suspension d'une grève qui avait débuté il y a 14 jours de cela. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. En Guinée, le gouvernement et les syndicats d'enseignants ont trouvé un accord. 3 semaines après le début de cette crise scolaire, le mot d'ordre a été suspendu ce lundi 20 février 2017. Le chef de l'État avait pris la décision de suspendre totalement les enseignements, le temps de trouver un compromis à la suite des violences notées lors des manifestations des élèves. Une décision qui était soutenue par le gouvernement. Ça ne sert à rien d'envoyer les enfants à l'école si les écoles sont fermées. On a vu que cela causait des troubles et que les enfants étaient dans une situation sécuritaire préoccupante. Donc nous continuons à négocier. Nous espérons qu'ils vont comprendre que l'intérêt des enfants passe avant tout. La reprise des cours est annoncée pour ce mardi 21 février sur l'ensemble du territoire guinéen. Les négociations ont réuni durant 2 jours les représentants syndicaux et les membres du gouvernement à Conakry. Cette crise a été diversement appréciée par les Guinéens. Cependant, les enseignants appellent les autorités à faire des efforts pour améliorer leur situation socio-économique. Je demande à M. le Président d'être à l'écoute des travailleurs qui font l'avenir de la Guinée, et surtout les enseignants. Nous ne demandons pas à être des milliardaires, nous ne cherchons pas à être des riches, nous voulons seulement vivre de manière décente. C'est ennuyant parce que c'est les moments de cours, si les enfants sont à la maison, et je retrouve souvent certains dans la rue. Moi, ça me dérange. Parce que bon, nous, on a déjà fini presque de payer la scolarité des enfants. Donc, si toutefois les enfants ne sont pas en classe, ils sont à la maison, c'est une perte pour nous, les parents. L'accord signé ce lundi 20 février prévoit l'ouverture de nouvelles négociations au mois de septembre 2017, notamment sur l'indice salarial des enseignants. Ces derniers ayant capitalisé 5 ans d'expérience seront intégrés à la fonction publique et les enseignants contractuels n'ayant pas 5 ans de service seront formés à l'école normale des instituteurs avant leur admission à la fonction publique. Malik, l'accord entre le gouvernement et les syndicats va-t-il mettre fin à cette grève des enseignants puisqu'on l'a vu, il semble que la base syndicale, en tout cas, soit restée insensible à cette annonce. Alors, l'intersyndicale est plurielle, c'est-à-dire que vous avez plusieurs positions aussi au sein des syndicats guinéens, des syndicats éducatifs. Donc, je pense que la majorité devrait, à mon sens, être plutôt ouvert à la conclusion de cette tension et de cette affaire autour, notamment, par exemple, des titulaires et de l'intégration de certains éléments au sein de l'éducation nationale. Je pense que le gouvernement a fait preuve d'ouverture sur cette question et il faut le souligner. Des syndicats ont pris leurs responsabilités, sont aussi allés à cette table ronde qui a été ouverte par le gouvernement guinéen.
J'ai bon espoir que cette issue, une issue soit trouvée justement à ce conflit. Je pense que le droit de grève doit être respecté. Néanmoins, on a vu que ça a pénalisé notamment les élèves. Et il n'est pas acceptable qu'on constate qu'il y ait des écoles fermées et que les écoliers guinéens soient privés d'école. C'est regrettable et je pense que c'est un mode d'action qui n'a pas lieu d'être. On aurait pu trouver une autre voie plutôt que fermer ces écoles, et ce depuis le 1er février. Je pense qu'il y avait une autre voie, c'est certes faire une grève, mais une grève qui ne soit pas longue dans la durée. On peut faire une grève tout en revendiquant mais en essayant d'ouvrir avec le gouvernement une discussion. Mais en fermant les écoles, je trouve que c'est un mauvais signal qui est renvoyé de l'image surtout des syndicats. Qui ont décidé de cette fermeture d'école. Oui, mais les syndicats ont déserté, les personnels éducatifs ont déserté aussi les écoles. Si ça a été fermé, pourquoi les écoles ont été fermées? C'est parce qu'il n'y avait pas justement les enseignants pour assurer les cours. Alors, justement, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de fermer ces écoles. Mais ces écoles ont été fermées parce que les cours n'ont pas pu être assurés. Et donc, s'il n'y a pas eu de cours, c'est justement parce qu'il y avait absence des enseignants. Karine, est-ce que d'après vous, vous sentez plutôt une poursuite de cette grève finalement des enseignants? Parce qu'on a vu qu'il y a eu des heurts après cette signature d'accord. Est-ce qu'on est réellement face à une sortie de crise? Alors moi, je ne pense pas qu'on soit face à une sortie de crise. Et puis, on parle bien de la Guinée. À Conakry, en général, le dialogue social est particulièrement tendu. Pour faire entendre raison et pour avoir un certain nombre d'acquis, ils sont obligés, malheureusement, pour les élèves qui sont pénalisés. Mais il n'y a que comme ça qu'ils peuvent obtenir effectivement une revalorisation et puis surtout, comme disait Malik tout à l'heure, une titularisation d'un certain nombre de professionnels. Mais c'est important. Mais je ne pense pas à une sortie de crise. Je pense que là, ça va plutôt calmer effectivement les tensions, mais il faut de réelles améliorations pour ce personnel éducatif. Monsieur Oro, on a finalement le sentiment que le pays est dans une tension sociale constante. S'ajoute à cela des grèves qui se sont multipliées et qui durent dans le temps. Est-ce que cette tension sociale qui pèse donne bon augure à cette fin de crise, notamment au niveau des enseignants guinéens? Non, je ne pense pas que cette tension sociale qui dure puisse être jugulée d'ici quelques jours, parce que tout simplement, disons que, et d'ailleurs moi en ma qualité d'enseignant, je dirais que les enseignants sont toujours les mal lotis par rapport à la noble mission qu'ils ont à accomplir, et que partout d'ailleurs, c'est pas seulement en Guinée, que même ici en France, les enseignants sont souvent dans la rue quand il s'agit d'exiger une certaine augmentation. Et je pense que effectivement, il faut qu'ils se mettent dans la rue pour que les gouvernants, pour ne pas dire que les autorités des États n'attendent que cela. Si vous ne vous mettez pas dans la rue, si vous ne désertez pas les salles de classe, ils ne bougeront pas. Donc effectivement, je crois que l'unique moyen qu'ils ont de pression, je trouve que c'est celui-là. Malheureusement, je me mets aussi du côté de mes élèves, mes étudiants. C'est toujours dommage de voir les enfants qui sont dans la rue, parce qu'ils sont souvent sujets à aller faire des dégâts et des bêtises. Donc, je crois qu'il faut trouver le strict minimum. Et ça, c'est de la part du gouvernement, je dirais, parce qu'au lieu de fermer les écoles, ils auraient pu trouver des moyens palliatifs pour essayer de garder les élèves dans les établissements scolaires. Malik, est-ce que cette tension n'est pas finalement aussi à l'endroit totalement du gouvernement, au-delà même de ces enseignants? Il y a peut-être un mélange de ce ras-le-bol de la population qui se manifeste aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Entre guillemets, il y a un peu un fourre-tout dans ces revendications. C'est-à-dire qu'il y a revendication salariale, il y a aussi revendication de l'amélioration des conditions d'enseignement. Donc c'est tout le système éducatif qui est un peu pointé du doigt. Mais notre invité a raison de dire que ce n'est pas justement lié à la Guinée. C'est un cas qui existe dans plusieurs pays africains. Et je pense qu'il faut essayer, je dirais, de refonder ce système éducatif, mais le refonder avec tous les partenaires du système éducatif. Alors l'État n'a pas forcément tous les moyens aussi de créer justement les moyens nécessaires pour permettre aux des enseignants créer des écoles et désengorger les écoles, parce que vous savez très bien qu'il y a des conditions très difficiles pour les enseignants, effectivement, et c'est légitime d'avoir ces revendications, d'enseigner aujourd'hui en Guinée, dans d'autres pays africains, où vous avez des classes qui sont parfois surchargées. Karine Oriot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je souhaitais rajouter qu'effectivement, dans ce type de manifestation aussi,
aussi, il y a une instrumentalisation par le gouvernement ou alors par l'opposition. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important. La Guinée, sur le plan mondial, en termes de taux d'alphabétisation, est quand même un des taux les plus bas. Et je pense qu'il faut une réelle volonté politique, comme disait Malik, pour instaurer un vrai système éducatif, pour redorer en tout cas l'image de l'éducation nationale. On va parler à présent du remaniement ministériel qui a eu lieu au Burkina Faso. La composition du gouvernement Paul Kaba-Thiéba II a été dévoilée ce lundi. On note les départs du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'économie numérique et surtout l'arrivée de Jean-Claude Boudaff à la Défense nationale. Les précisions de Clément Joël Soala. Il n'y a pas de grand changement dans le nouveau gouvernement burkinabé dévoilé le lundi 20 février. Des analystes parlent d'un jeu de chaises musicales sans grand bouleversement. On peut retenir de ce remaniement l'entrée de 5 nouveaux ministres, 3 départs et 2 ministères scindés en 2. Les postes ministériels passent ainsi de 29 à 32. Roch Kaboré, le président de la République, cède le portefeuille de la Défense à Jean-Claude Boudaff, ex-ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Une nomination qui intervient à l'heure où des positions de l'armée sont attaquées au nord du pays. Roch Kaboré avait promis qu'aucun militaire ne figurerait dans le gouvernement. On n'a pas assisté à un bouleversement en tant que tel au niveau des postes. Et à écouter le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, le remaniement répond à 2 objectifs. L'un, c'est le premier objectif, c'est la question de sécurité. Vous savez que le Burkina Faso est confronté à de nombreuses attaques. Et ce qui a mené dans ce remaniement à dissocier le ministère de l'administration de celui de la sécurité. Notre objectif donc de ce gouvernement, c'est tout simplement l'opérationnalisation du PNDS. Autre grande nouveauté de ce remaniement, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a été scindé en 2. L'ancien titulaire de ce portefeuille ministériel, Simon Compaoré, est délesté du département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Avec les mêmes hommes, on ne peut s'attendre qu'au même résultat. Donc, à moins que les choses, peut-être la première année, il y a eu un blocage quelque part, et que cette fois-ci, il y ait une véritable détermination des différents acteurs, comme je le disais aussi, il y a une véritable volonté qu'on espère, mais que de l'espoir, qu'il y aura vraiment une détermination et que les gens vont s'engager et véritablement à changer les choses. La première rencontre des membres de ce nouveau gouvernement s'est tenue ce 21 février 2017. Récemment, l'opposition politique burkinabé a fortement critiqué la gestion du pays, un an après l'élection du président Roch Kaboré. De nombreux défis restent à relever, notamment la situation sécuritaire inquiétante au nord du pays. Karine, est-ce que le pays avait besoin d'un remaniement? Et on l'attendait, ce remaniement, ce n'est pas une surprise. Pourquoi maintenant, d'après vous? Alors, moi je pense qu'effectivement il y avait une demande, compte tenu de la situation depuis un an. On a vu qu'ils ont été victimes d'attaques terroristes. Il fallait effectivement frapper un coup fort en termes de sécurité et de défense. Ce que le président a fait, sauf que je suis désolée, il a dit qu'il ne voulait absolument pas de militaires. Mais je pense que la défense ou la sécurité, c'est quand même une compétence particulière qui demande un bon CV. Je ne sais pas quel est le CV de l'ancien ministre de la Jeunesse, qui est aujourd'hui celui qui prend donc ce ministère régalien, je ne sais pas s'il sera à la mesure. Malik, le domaine de la sécurité dont on parle fait désormais l'objet d'un ministère qui lui est dédié. Est-ce que ça traduit l'importance de ce domaine au vu du contexte dont on parle actuellement autour de ce Burkina Faso? Ça traduit surtout la volonté d'être efficace. Vous ne pouvez pas avoir des méga ministères avec 3 ou 4 fonctions. Donc un ministère bien évidemment dédié à la sécurité et à la défense, c'est tout à fait légitime et c'est ce que je dirais pratiquement la norme dans tous les pays. Donc le Burkina Faso qui est dans une situation géographique particulière, qui est sous la menace terroriste de la région ouest-africaine, se devait justement de mettre en place les dispositifs adéquats et notamment la volonté politique et le dispositif entre guillemets institutionnel adéquat pour faire face à cette instabilité sécuritaire dans la région. Donc cette nomination et ce ministère dédié est une bonne chose. Je pense que le Burkina Faso, alors c'est vrai qu'on est parfois très critique par rapport à une situation politique ou une situation économique. Attendons un peu, le Burkina Faso se relève, il y a une transition d'1 an qui a été très bien menée par M. Kafando. M. Kaboré, le président Kaboré vient d'entrer en fonction depuis 1 an, laissons-lui le temps de mettre en place les stratégies nécessaires pour que le pays puisse se relever. Est-ce que c'est une bonne chose de scinder certains ministères et donc augmenter la taille de ce gouvernement tranquille? Je pense que c'est nécessaire, notamment sur le
point de la décentralisation. Vous savez qu'il y avait ce ministère qui regroupait la décentralisation, l'intérieur et notamment la défense. Je pense que c'était une nécessité absolue parce que si vous voulez avoir une efficacité sur le terrain, vous devez avoir des directives qui soient claires. Et un ministère gérer 4-5 portefeuilles, ce n'est pas possible. Donc c'était nécessaire, même si bien sûr ça grossit l'enveloppe financière des ministères, mais c'est bien obligatoire dans ce genre de situation. Monsieur Goma, est-ce que d'après vous, la nouvelle équipe qui est mise en place sera à même de faire face à ces défis, notamment sécuritaires dont on parle actuellement ? Oui, disons que, avant d'ailleurs de répondre à la question, je dirais que, en fait, le remaniement ministériel qui a eu lieu s'imposait. Parce qu'il y avait quand même la grogne au niveau de la société civile. Et la société civile attendait beaucoup du président actuel. Et que pour désamorcer un peu cette grogne... Ça veut dire que le précédent gouvernement n'a pas, en tout cas, fait totalement ses preuves. Peut-être pas, mais vous savez, quand vous sortez, disons, d'une situation qui est un peu difficile pour les Burkinabés, notamment ce que j'appellerais une dictature, et que vous arrivez dans une démocratie, vous attendez tout. Et que vous voulez que ça vienne au même moment. Or que ça ne vient pas. Et donc, d'où cette grogne. Mais il fallait quand même laisser un peu le temps à ce gouvernement de s'installer et de faire les choses. Mais qu'à cela ne tienne, le président actuel a réagi correctement. Il remanie le gouvernement pour laisser un peu du souffle, donc apaiser la situation qui était très tendue dans le pays. Maintenant, aux nouveaux qui arrivent, il faut leur donner, bien sûr, le temps pour qu'il y ait une certaine efficacité. Parce qu'il s'agit là des fondamentaux. On parle de la sécurité. Non seulement on parle de la sécurité, mais il s'agit aussi de solder les différends qu'il y avait. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le parti d'avant qui était au pouvoir, qui aussi n'est pas d'accord parce que un certain nombre de cadres ne sont pas utilisés à bon escient. Même si tous ont baigné, même si certains avaient baigné dans une certaine démagogie magouille, mais tous n'étaient pas aussi sales que ça. Donc il y avait bien des cadres qui étaient compétents, qui pouvaient bien exercer à des endroits donnés. Et donc maintenant, en agissant, en scindant le gros ministère dont on parle, qui engendrait un peu, qui était pour moi, j'appelais ça d'ailleurs, j'avais réagi, dit mais c'est un ministère fourre-tout, un seul homme ne pouvait pas. Donc, et je crois que c'est très stratégique d'avoir scindé ce ministère, comme ça chacun pourra s'atteler à une tâche précise et ça apportera plus d'efficacité bien sûr au gouvernement. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.